Nous sommes dans cette dernière partie de matinale. Nous allons parler, comme nous vous l'avions dit en début d'émission, de Mayotte, avec ce que j'espère des invités qui vont arriver. Donc nous avons déjà Patrice Magneron, président de l'IDNF, Initiative pour la défense de la nation française, qui est parmi nous, et nous attendons en effet, comme vient de nous le dire à juste titre Raphaël Beslu, Ibrahim Bakar, qui est une personnalité de Mayotte, dont vice-président, qui a été vice-président du Conseil général de Mayotte auprès du président monsieur Younoussa Bamana, et il était chargé en tant que vice-président de la jeunesse et du sport. Il est aujourd'hui, Ibrahim Bakar, président des anciens élus de Mayotte. Eh bien, évidemment, nous allons parler de Mayotte pour une raison simple. Eh bien, je laisse le temps comme ça, éventuellement, à monsieur Ibrahim Bakar de connecter l'ensemble de ces moyens, que ce soit caméra et micro. Donc, évidemment, Mayotte a essuyé un terrible cyclone qui a permis de voir, en tout cas de porter à l'attention du monde et de l'ensemble de l'opinion publique française la réelle situation de Mayotte. C'était des sujets Mayotte que nous évoquions dans des matinales avec Raphaël auparavant, parce que nous savions bien que la situation était là-bas tout à fait désastreuse, en particulier en matière d'immigration, en matière de pauvreté, l'extrême pauvreté de ce territoire qui est pourtant un territoire ultramarin français, qui semble avoir d'ailleurs échappé à François Bayrou, qui avait expliqué que lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'allait pas tout de suite à Mayotte et préférait le conseil municipal de Pau, avait expliqué que traditionnellement, lorsque le président de la République, Emmanuel Macron ou n'importe quel autre président, quitte le pays, il faut que le Premier ministre reste en France. Ah, ça, c'est digne de la Guyane de notre ami du président Macron. Il avait, semble-t-il, oublié, François Bayrou, ça a plombé dès le début ses fonctions de Premier ministre. Semble-t-il, il avait oublié que Mayotte, bah oui, a fait le choix de la France à un moment donné. Bonjour Patrice Magneron et bienvenue dans cette matinale. Je vois qu'il est au téléphone. C'est un peu compliqué puisque nous sommes entre Paris, l'Europe, Patrice Magneron qui est à Paris, et Mayotte avec Ibrahim Bakar. Ibrahim Bakar, je ne sais pas si nous l'aurons tout à l'heure, j'espère en tout cas, puisqu'on avait annoncé 3 personnes. Patrice Magneron, bonjour. Bonjour, merci à vous, Nicolas, pour cette invitation. Merci. Effectivement, on a des petits soucis de connexion, mais ça devrait rentrer dans l'ordre assez rapidement. Très bien. Eh bien, écoutez, on va commencer. On ne va pas tarder plus que ça, mon cher Patrice. C'est un sujet qui vous importe, comme souvent d'ailleurs, oui. Les patriotes, les souverainistes. On rappelle que vous êtes président de l'IDNF, Initiative pour la défense de la nation française. Et vous, les choses sont claires pour vous. Mayotte fait partie de la nation française, de la République française, et doit donc attirer notre attention comme tout territoire de la République, même si ce mot m'écorche de plus en plus la bouche, la République, mais bon. Donc, Patrice Magneron, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, vous avez des correspondants que vous souhaitez faire intervenir aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la situation, sachant qu'il y a eu ce cyclone, et puis que là, on a quand même appris qu'une tempête, la tempête Dikeledi, a provoqué des pluies torrentielles, donc un nouvel épisode climatique douloureux pour Mayotte. Oui, tout à fait. Encore merci donc pour cette invitation, Nicolas. Oui, effectivement, pour nous, Mayotte, c'est une
comment dire, c'est un révélateur alors on pourrait dire de la mauvaise gestion, en tout cas peut-être d'une forme d'abandon de nos territoires outre-mer par la France métropolitaine. Alors soit par ignorance, incompétence, ou tout simplement parce que voilà, au fil du temps, les choses se sont laissées aller, et ce petit bout d'île là, situé à l'autre bout du monde, ben, tout compte fait, ne représente plus forcément grand-chose pour nos autorités. Dit comme ça, c'est un petit peu brutal, mais force est de constater qu'avant le cyclone, de toute façon, la situation n'allait pas bien à Mayotte. On l'a vu, il y a eu plusieurs crises successives, notamment en 2023. Il y a eu cette crise de l'eau, où on découvre que tout compte fait, tout le réseau qui permet d'alimenter en eau potable l'île est principalement défectueux, hors service, et que se pose le problème tout simplement de l'approvisionnement en eau de la population locale. Population qui, depuis maintenant, allez, une bonne trentaine d'années, enfin ça s'est surtout accéléré en fin de compte depuis 2011, date à laquelle Mayotte est devenue un département et une région. Donc ça a été réaffirmé, voilà, d'un point de vue statutaire, et donc depuis 2011, eh bien, il y a eu un afflux massif d'immigration, principalement comorienne, à Mayotte, et qui est venu en fait déstabiliser l'île. Tant que l'île arrivait à supporter, pardon, la population autochtone, toute l'immigration venant et de façon très importante des Comores est venue complètement déstabiliser l'île. Et donc aujourd'hui, en plus d'un taux de pauvreté qui était récurrent, qui était important, eh bien, on a des phénomènes de délinquance, on a des phénomènes, bien sûr, d'approvisionnement local, pour ce qui est donc de l'eau, je viens de le dire, de la nourriture, et on a créé en fin de compte des bidonvilles, bidonvilles qui bien évidemment n'ont pas tenu avec le cyclone, et qui avaient commencé à être démantelés avec l'opération initiée en 2023, fin 2023, par Gérald Darmanin, et qui concernait, donc c'était l'opération Wambouchou, qui visait donc à commencer à enlever ces bidonvilles. Mais en fait, on a une situation, j'aime pas trop les comparaisons, mais ça ressemble beaucoup à ce que Haïti peut connaître aujourd'hui. À ce point-là? Bah oui, hein, il y a une insécurité très importante, une délinquance importante. Il y a une population très, très jeune. Il faut voir quand même que vous avez aujourd'hui à peu près un tiers de la population qui a moins de 20 ans sur l'île. Vous avez donc cette immigration non contrôlée, alors c'est là où on y reviendra certainement avec monsieur Bacquard, mais enfin c'est une immigration qui je veux pas dire qu'elle est voulue, mais enfin on pourrait la stopper, et malgré tout, les flux arrivent sous la conjonction de 2 phénomènes. Un, c'est l'application du droit du sol, qui incite bien évidemment les femmes comoriennes à accoucher à Mayotte. Donc ça, c'est un point, j'imagine qu'on en parlera tout à l'heure, mais qu'il va falloir forcément, sur lequel il va falloir forcément revenir dessus. Et puis ensuite, il y a aussi un décalage de niveau de vie entre les Comores et puis Mayotte. Alors Mayotte, c'est le département le plus pauvre français, mais allez, si on devait reprendre des données statistiques, hein, là aussi j'aime pas trop les chiffres, mais enfin bon, là c'est quand même assez parlant. Le PIB des Comores, ça doit être à peu près 1 milliard. Le PIB de Mayotte, c'est 3 milliards, vous voyez, donc c'est déjà 3 fois plus. Et pourtant, Mayotte est, j'insiste bien, le département le plus pauvre français. Alors justement, Patrice Magneron, je vais donner quelques éléments sur la situation économique, sociale de ce pays. Et pendant ce temps-là, si vous le voulez bien, vous allez, dans le cadre de nos échanges avec la technique, répondre à la technique qui vous pose une question et dont on a besoin pour avoir une chance de pouvoir récupérer Monsieur Bacquard. Donc regardez votre chat privé. Et moi, je vais rappeler pendant ce temps-là
aux internautes un certain nombre d'éléments sur cette ville. En effet, le nombre d'habitants, en tout cas recensés, sachant que le dernier recensement ne date pas d'hier, puisqu'ils ont trouvé, et c'est Bayrou qui a vendu la mèche lorsqu'il a fini par aller à Mayotte, dire, bon, bien, on va faire un grand recensement national. Ah bon, c'était pas fait. Bravo. Donc, il y aurait, sous toute nouvelle comptabilisation de la population de Mayotte, il y aurait 256 000 habitants. On rappelle quand même qu'une part considérable de la population, 50%, serait une population étrangère, mais bon, ça encore. Mais surtout, dont 90% de ces 50% sont sans papier. Donc en fait, vous ne pouvez pas savoir. Ça explique d'ailleurs pourquoi ils sont bien incapables, et ils seront bien incapables de comptabiliser le nombre de morts. On ne le saura certainement jamais. On demandera à nos invités si je suis trop pessimiste, mais c'est ce que je crains. Et puis ils vont construire dessus, et puis voilà, hop, ça sera leur dernière demeure, hein, à tous ces malheureux. On a laissé la situation, ceux qui ont le plus de sang sur les mains, c'est évidemment les autorités publiques françaises. C'est eux les responsables. C'est eux qui ont laissé toutes ces personnes se loger dans des logements de fortune et non du solide, et ce qui a provoqué ce drame épouvantable qui fait qu'aujourd'hui on va taire certainement pendant des années le nombre de morts pour le cacher. Il devrait avoir honte. Darmanin ne devrait même plus se montrer. Il a eu l'occasion en tant que ministre de l'Intérieur, et à combien de reprises, monsieur Darmanin, monsieur Gérald Moussa Darmanin, combien de fois vous avez eu l'occasion de faire quelque chose pour Mayotte, d'assurer un ordre, hein? Vous n'avez que ce mot à la bouche de républicain. Eh bien, l'ordre républicain, il fallait peut-être l'assumer. On n'en serait pas là aujourd'hui. On n'aurait pas eu cet immense bidonville, le plus grand bidonville du monde. La France, qui donne des leçons de morale, non seulement au monde entier, mais à sa propre population. Hein, la France sociale, liberté, égalité, fraternité. Mais tiens donc, le premier bidonville du monde. Est-ce qu'on réalise bien le scandale absolu qui aurait fait déjà tomber plus d'un gouvernement il y a pas si longtemps que ça? Donc un taux de fécondité de 5 contre par exemple 3,6 en Guyane. En France, on est bien en deçà de 2. Il y a en effet des migrations qui viennent de, je dirais, les natifs qui quittent Mayotte pour la métropole, et puis les natifs de l'étranger. Donc voilà, c'est des différents éléments. Donc la délinquance, n'en parlons pas, des infrastructures déficientes en matière de santé en particulier et d'éducation. De toute façon, les établissements ne sont plus réouverts. Quand le seront-ils? On va leur poser la question aussi. Et puis la santé, c'est pareil, ils ont enfin pu prendre en charge il y a peu quelques victimes. Donc voilà un petit peu la situation, et je vois en effet, mais tout ça va être testé au préalable par notre directeur technique. Ah voilà. Bon miracle, vous voyez. Oui. Bonjour, monsieur Ibrahim Bakar. Ibrahim Bakar, bonjour. Enchanté. Bonjour. Vous allez bien, j'ai eu du mal à me connecter. Vous savez qu'on est les outils modernes à Mayotte, on ne les a pas. Donc, vous m'excuserez un petit peu de mon retard, mais l'émission m'intéresse, bien entendu. Donc, toutes mes excuses là pour ce retard qui n'est pas... L'important est que vous soyez là. C'est heureux de vous avoir, on est très heureux de vous avoir, parce qu'on va avoir un témoignage. Donc Patrice Magneron a commencé de la métropole à nous donner le témoignage de Mayotte totalement sinistrée, évidemment, et donc c'était important ensuite, suite après ce cyclone et même une tempête qui a déversé des pluies torrentielles dimanche sur Mayotte, on voulait avoir évidemment des informations d'abord événementielles sur ce qui se passe actuellement, et puis après on approfondira bien évidemment. Monsieur Bakar, je rappelle que vous êtes aujourd'hui, vous avez été vice-président du Conseil général de Mayotte, chargé de la jeunesse et du sport. Exact. Et vous êtes aujourd'hui le président des anciens élus de Mayotte. Donc, bien évidemment, vous connaissez parfaitement le sujet que vous... Oui. Je suis ravi d'abord de me retrouver vers vous et un grand merci d'autoriser les Mahorais à s'exprimer. Et moi en premier, puisque quand on a des drames de ce niveau-là, et j'ai entendu que c'est une catastrophe qui n'a pas eu dans notre France qu'on aime depuis 1945.
Donc, je suis ravi de trouver parmi vous, coincé à Paris par des raisons personnelles. J'ai eu le temps de rencontrer beaucoup de gens, donc Patrice qui a été l'une des personnalités que j'ai rencontrées ici, où je suis ravi on a fait quelques échanges qui m'ont rassuré. Et je tenais à le remercier personnellement là d'ouvrir une de ces portes à Mayotte en métropole. Mais parlant de Mayotte, pour le sujet qui nous concerne, Mayotte est gravement touchée, mais ça c'est moi je dirais qu'une goutte d'eau par rapport au cyclone. Mais quand on regarde les difficultés de Mayotte depuis un certain nombre d'années, et on est venu rajouter des difficultés au-dessus de d'autres difficultés qui existaient déjà. Non, mais moi, je ne veux pas cracher sur Darmanin parce que c'est cette partie-là que j'ai pris. Darmanin a permis quand même que toute la France apprenne ce que se passe à Mayotte. Donc moi, je tenais à le remercier puisque ces informations, les journaux métropolitains parlent très peu de Mayotte, très peu de Mayotte. Donc je les invite aujourd'hui à se tourner un petit peu vers nous et pour qu'on puisse savoir exactement ce qui se passe là-bas. Vous avez vu que notre Premier ministre François Bayrou n'avait pas vraiment pris conscience au début que Mayotte faisait partie de la République française, puisqu'il avait expliqué, vous avez entendu. Je le regrette parce que Bayrou connaît Mayotte. Moi, j'ai été aux côtés de Bamana, donc Bayrou était un des amis de Mayotte, ceux qui nous ont aidés un petit peu à faire que Mayotte devienne un département. Je ne l'ai pas senti, hein, pour vous dire franchement. Je n'ai pas senti quelqu'un qui nous connaissait. J'ai senti un Premier ministre un petit peu hors sol, mais j'espère qu'il va reprendre la main et le temps qu'il sera à la tête du gouvernement nous aidera à aller plus vite. Nombreux sont dans le chat des gens qui disent tout le soutien l'important soutien qu'il vous apporte. Nous avons des internautes qui sont... Oui, j'étais ravi de voir que toute la communauté française de métropole et des DOM et même de l'étranger nous soutiennent. Je tiens au nom des Mahorais à les remercier et on a compris que on est enfin accepté puisqu'on ne parlait pas de nous et que on est Mayotte qui se bat depuis 1800. On est français depuis 1800. 1800, on a été rattaché aux Comores, on a fait beaucoup de choses sans nous consulter. Maintenant qu'on est un département, c'était un concours, une bataille assez extraordinaire puisque Mayotte n'a jamais cessé d'être française et que moi j'ai vécu un petit bout parce qu'à mon âge, moi j'ai autour de presque 67 ou 68 ans. J'ai vécu cette partie-là depuis l'école. Donc je n'ai jamais vu que la nation nous acceptait. On se battait pour des petites choses. Un drapeau français apporté aux Jeux des îles de l'océan Indien. On se battait alors que les Mahorais ont demandé quoi? Les Mahorais ont demandé d'être français pour être libres. Si je prends nous avons voulu être français pour être libres. Et on le disait, si on pouvait nous aider, on ne dirait pas, on ne va pas cracher dessus. Mais le plus important, c'est que les Mahorais voulaient être libres et on ne l'est pas parce qu'on est noyé par l'immigration et qui n'est pas aidé. On n'est pas aidé, on est noyé, on s'enferme chez nous, on ne peut même pas aller au restaurant le soir, on ne peut pas sortir en famille. Et une petite île de 374 km² qui a d'abord été déjà noyée par les trois autres îles, par les gens qui viennent de Mada, mais là maintenant on a carrément des gens qui viennent du continent africain de Grand Lac en nombre important tous les jours, il y a des dizaines et dizaines de ce qu'on appelle chez nous des kwassa,
petits bateaux qui devraient transporter 10-15 personnes, mais qui emportent en eux une vingtaine, une trentaine de personnes au-dessus, dont la moitié se noie entre Mayotte et les Comores. Donc voilà la réalité. Pas d'eau, pas d'électricité en ce moment. En tout cas, des villages qui sont au vu et au sud de tout le monde, mais la loi s'applique durement à nous, et tout ce qui est les petites aides, on nous met au rabais. On nous met au rabais les aides sociaux, les familles. Vous savez, on a des familles quand même qui sont au-dessus de la moyenne, donc familles nombreuses, où ceux qui veulent vivre un petit peu sont obligés de s'exiler, soit à La Réunion, soit en métropole. Et on est en train de vider. Et là, en ce moment, pour dire clairement, on est une population immigratoire qui arrive et qui sont plus que les gens de Mayotte. On est la population étrangère à Mayotte est plus nombreuse, à 60%, alors que les Mahorais se plaignent souhaitent être libres. On a voulu être français pour être libre, et on n'est pas libre. On n'est pas libre. Et si je me permets de rajouter quelque chose qui m'a... vous vous arrêtez au Premier ministre qui, malheureusement, le gouvernement qui change régulièrement ne nous aide pas. Mais le président de la République, quand même, qui est venu à Mayotte, où il nous a dit Mayotte, Pakacho, c'est une expression de Mayotte, qui dit qu'il faut... Mayotte et la France s'est unis jusqu'à la mort. Oui. Et là, on a une deuxième expression qui dit Mayotte, pas qu'à tuer. Un tui, ça veut dire que rien. Moi, je le prends comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'il y a des belles paroles et puis qu'en fait, ça n'a donné lieu à rien. Mais ça, c'est ce qu'on reproche à Emmanuel Macron un peu partout dans sa politique actuelle. C'est-à-dire qu'il y a de très belles paroles. Regardez quand il est allé au Liban et regardez l'état du Liban. Et là encore, on est à l'étranger. Hein. C'est-à-dire que... Tout à fait, on se sent à l'étranger. Moi, je prends la seule vraie personne, et les deux, parce que c'était une période de cohabitation, c'était Chirac et Jospin. Oui. Ils nous ont signé une convention en 86 qui sortait Mayotte de sous-développement à un début du monde moderne. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à voir l'école, on a commencé à voir un peu de l'eau, des petites opérations, des collèges, etc. C'était un vrai programme de développement qui a permis à Mayotte de sortir de son stade gravement en sous-développement. Mais après, nous avons eu plusieurs conventions qui nous annonçaient, c'était des annonces. Moi, je cite un peu de noms parce que on n'a plus, depuis Hollande, on n'a pas senti cet effort qui a été de nous ramener à une situation normale. Moi, qui a l'habitude de connaître un peu Mayotte, qui fait Mayotte métropole, Réunion, parce que j'ai eu la chance de énormément voyager, on sent qu'on a été vraiment délaissé, oublié, et complètement oublié. Et c'est maintenant qu'on sent que jusqu'à la parole du président, on n'a plus cette parole des anciens qui s'engageaient et qui faisaient. On est aujourd'hui à une parole qui est donnée, mais après on tourne le dos chaque fois. 2 conventions successives en 95 et récemment, pendant la période du gouvernement de Macron, on a eu des conventions et le gouvernement de Hollande et Macron où on n'a pas respecté la parole de l'État et la parole du président de la République.
Merci, Monsieur Bacquard. On va revenir vers vous. Je me tourne vers Patrice Magneron. Patrice, il y a ce désintérêt de plus en plus flagrant de la classe politique pour notre outre-mer. Et là, vraiment, avec Mayotte, c'était plus flagrant. Mais on en voit les conséquences. C'est-à-dire qu'on disait, oui, on s'en désintéresse, et puis après. Mais sauf que voilà, en plus, il y a des conséquences matérielles, humaines, terribles de ce désintérêt. Oui, tout à fait. Oui, bon, ça a été remarquablement dit par Monsieur Bacquard. On a quand même un peuple qui a choisi la France. La moindre des choses, c'est de lui faire un retour en ce sens. Alors, bon, ça a été dit aussi, il y a eu une époque où la parole de nos dirigeants était d'or et elle était tenue. Bon, c'est moins le cas aujourd'hui. Alors, comme je le disais en préambule hein, tout à l'heure, est-ce que c'est par ignorance, est-ce que c'est par incompétence, par abandon bon, ça, ce sera à déterminer plus tard. Mais aujourd'hui, on a un espace maritime qui est soit le premier, soit le deuxième au monde, avec à peu près 10 millions de kilomètres carrés. Et qu'est-ce qu'on en retire de cet espace maritime? Quelle vision on a de cet espace maritime, si ce n'est de dire ah là là, ce sont des îles, ce sont des gens qui nous coûtent, alors qu'en fin de compte, les richesses sont là. Moi, je suis absolument convaincu que la richesse future de la France, elle est dans notre espace maritime, pour peu que on envisage des bons investissements. Et Mayotte, à ce titre-là, pourrait constituer une sorte de laboratoire d'essai assez intéressant, puisque on a une position géostratégique, et on le voit bien aujourd'hui avec ce qu'on pourrait appeler la multipolarité, le fait que cet océan Indien est porteur de commerce, de promesses, pardon, au niveau de la route commerciale, au niveau tout simplement aussi de l'exploitation pétrolière. Je rappelle que Mayotte est à côté dans le canal du Mozambique, en fait, et on a aujourd'hui, dans cette région-là du monde, des richesses à aller chercher, et que l'on peut aller chercher parce que nous avons ces kilomètres carrés d'espace maritime. Donc, ne pas envisager cette vision, d'avoir une vision stratégique à long terme au regard de notre espace maritime, moi, me paraît coupable. On a donc ces exploitations-là d'énergie fossile. Ça plaira peut-être pas aux écolos, mais il n'empêche que voilà, on a quand même encore cette possibilité de le faire. C'est aussi une position stratégique au niveau militaire, puisque on a un des lagons les plus profonds au monde, si ce n'est le plus profond, et donc on pourrait envisager d'installer ou en tout cas développer une base militaire. Donc ce sont des atouts. Mayotte a des atouts. Mayotte est carrément sous-exploité en matière de tourisme, donc ça pourrait faire aussi des rentrées financières pour cette île. Elle a une jeunesse. Alors la jeunesse, on peut l'avoir sous deux angles, hein. C'est l'angle de la délinquance et puis de la sécurité que ça peut engager, mais c'est aussi des forces vives. Donc tout ça, ça se développe. Donc il faut peut-être mettre l'accent sur l'éducation. Il faut aussi mettre l'accent sur la santé. Ça a été évoqué tout à l'heure. Vous évoquiez le nombre d'habitants sur l'île. On va dire officiel, hein, on est entre 250 et 300 000. Mais je vous le mets en mille. Il y a combien d'hôpitaux à Mayotte pour s'occuper de toute cette population? Il n'y en a qu'un. Voilà. Oui, il y en a qu'un. Donc, c'est trop peu, et c'est surtout indigne d'un pays développé comme la France. Donc, je pense que il y a des choses qui ont été faites dans le passé, la France les a faites, maintenant elle ne les fait plus, elle ne remplit plus sa mission, et elle ne remplit plus sa responsabilité à l'égard de ses peuples. Il y a Mayotte, mais il y a d'autres régions du monde où on est absent, hein. La Guyane présente certaines similitudes avec Mayotte, avec aussi cet afflux de populations étrangères, et qui, parce que nous avons ce droit du sol, eh bien, vient, en tout cas pour les femmes étrangères, viennent accoucher sur notre territoire. Dans l'esprit, je pense, de pas mal de nos compatriotes, en tout cas des métropolitains, ça a été dit ici ou là, et je voudrais quand même rectifier un petit peu le tir, parce que c'est une inexactitude. On a l'impression que les gens dans ces îles profiteraient d'un système.
faut se détromper de ça. Le montant des aides sociales qui sont versées aux Mahorais n'est pas énorme. L'aide locale, je crois, elle tourne autour de 260 € à peu près, alors qu'en France métropolitaine, on serait plutôt plus proche des 480 € par habitant. Donc, la répartition si vous voulez, si on prend l'ensemble des revenus qui sont perçus par les Mahorais et qu'on les décompose en salaire, aide sociale, retraite, etc., c'est pas des profiteurs à ce niveau-là. Voilà. Donc, faut rectifier un petit peu les choses. Par contre, effectivement, parce qu'on ne s'en occupe pas, parce qu'on ne cherche pas à développer, alors qu'il y a plein de choses à faire. On peut développer le commerce du bois, on peut s'appuyer sur Madagascar, sur les pays d'Afrique orientale. Donc, on peut le développer, bien évidemment du coup le revenu par habitant pour ces gens-là. Encore faut-il que les investissements et les fonds qui sont soi-disant votés puissent être débloqués. Et là, je pense que c'est là où le bas blesse. Voilà. Je vais vous poser la question à tous les deux, à la fois à Monsieur Bacquard et à vous-même, Patrice Magneron. C'est qu'on sait quand même que la France, la République française, il n'y a plus beaucoup d'argent. Quand on voit ce qui se passe déjà dans le délabrement des hôpitaux dans la métropole, comment établir cette solidarité, cette coopération tellement nécessaire entre nos territoires d'outre-mer et la métropole? J'ai pas envie de dire à bas coût, à bas prix, mais comment faire aujourd'hui alors que nous sommes dans un univers financier extrêmement contraint? Alors, je vais pas discuter du comment on en est arrivé là. Tout le monde sait mon opinion sur le sujet. Mais maintenant, comment faire? Je voudrais d'abord, si Patrick me permet, d'abord renforcer un peu ce qu'il vient de dire, Patrice, qu'on est tout à fait d'accord de ce qu'il vient de dire. Parce que Mayotte est riche dans son sous-sol, Mayotte est riche dans son lagon, Mayotte est riche dans sa jeunesse, Mayotte est très riche dans tout ce qui est environnement, mais Mayotte est surtout peut recevoir une base extrêmement importante pour éviter qu'on mette de l'argent sur des bateaux. On pouvait mettre une base solide, assise sur Mayotte, tout en sécurité, dans l'un des chemins maritimes les plus pratiqués un peu du monde. Mais les Mahorais sont conscients aussi que si on exploitait le 10e de sa richesse, il pouvait ne pas avoir besoin des fonds métropolitains, en tout cas très peu, en tout cas, dans des domaines peut-être sociaux, etc. Mais moi, je rigole avec mes amis quand je leur dis, écoute, avec le pétrole et le gaz que nous avons, on pouvait porter des habits de l'Arabie Saoudite et des autres pays de Golfe avec un petit chapeau, puisqu'on est un peu musulman, on pouvait aussi, la France pouvait nous aider à porter ces petits chapeaux autour de la tête, parce qu'on aurait tellement eu de l'argent et qu'on aurait déversé une partie pour participer à l'économie nationale. Mais la deuxième chose, c'est que on s'interroge. Mayotte, c'est une petite commune de métropole, en réalité. C'est 374 km². Et on n'est pas aussi gourmand comme certains à tout vouloir et à tout va. On cherche à au moins avoir l'essentiel pour une survie meilleure. C'est tout. Beaucoup de nos enfants viennent à l'école et à La Réunion et à Métropole. Et vous savez que les relations de voisinage qu'on connaît à La Réunion commencent à être contestées puisqu'il y a trop de Mahorais. Et à La Réunion, c'est notre problème. Et surtout, mais le plus gros, le plus aberrant, c'est que les Comores continuent à se demander qu'on aille chez eux. Et ça, même ça, on n'a pas réussi à régler. Et puis on nous parle chaque fois de développer toute la région de l'océan Indien, y compris donc les gens qui ne voulaient plus de la France à un moment donné,
mais maintenant avec la vie qui est un petit peu supérieure, et les Mahorais vivent un petit peu mieux par rapport à la zone, et on demande à revenir, et donc on fait ce qu'on appelle en football de l'anti-jeu, pour nous empêcher de nous développer tout en restant français. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut plus accepter. Donc il faut qu'on nous aide à trouver les moyens, les voies. Écoute, on ne demande pas à endetter plus que la France, que tout le monde sait qu'on est endetté, mais la vie que nous menons à Mayotte est trop loin de ce que la vie normale d'un Français lambda. Il est clair qu'il y a des investissements, il faut faire des choix en matière d'investissement. Je crois qu'il y a de nombreux investissements et dépenses de fonctionnement dans le budget de l'État dont on pourrait se passer pour justement développer ces richesses. Patrice Magneron, est-ce que vous pensez d'ailleurs que l'espace maritime français est complètement laissé à l'abandon? On oublie que nous sommes la deuxième puissance mondiale en la matière. Ça, c'est encore une chose que nos hors-sol mondialistes semblent s'en fichent totalement. Ils ne sont déjà plus français, de toute façon. Oui, et c'est culturel aussi, je pense. Hein. C'est-à-dire que bon, la gloire de la France, elle s'est davantage faite sur la terre que sur la mer. Même si, au bout du bout, on se retrouve quand même avec un espace maritime conséquent. Mais on a plus le réflexe, je pense, du continent que de l'espace maritime. Les îles, c'est loin et on n'en voit pas bien l'intérêt. Enfin, à tort, hein. J'ai entendu dernièrement sur une radio mainstream, comme on dit, une journaliste dire mais Mayotte, en fin de compte, c'est tout petit, il faut qu'on s'en débarrasse. Mais c'est l'inverse de ce qu'était la politique du fondateur de la Ve République et les gaullistes qui étaient très attachés, au moins jusqu'à Chirac, peut-être même, à nos territoires d'outre-mer. Oui, mais il y a eu un renversement de situation. Alors certainement aussi je pense sous les mauvais conseils de certaines puissances étrangères, j'allais dire, enfin, je ne sais pas si on peut dire le conseil, mais d'ingérence, je pense notamment aux États-Unis. Mais pour moi, il y a deux aspects. Alors, on évoquait tout à l'heure peut-être l'impossibilité de pouvoir investir à Mayotte parce qu'on aurait un endettement trop important. Moi, je considère que oui, on a un endettement qui est ce qu'il est. Donc, c'est-à-dire, si on ramène ça au PIB, on a une dette publique d'à peu près 120%, hein, en gros, hein, ça tourne autour de ça. Mais c'est quoi le problème? Je veux dire, un État fait pas faillite. Ce qui m'embête davantage, c'est qu'on ait le même ratio dette privée sur PIB qui soit à 260%. Donc, c'est pas tout à fait le sujet ici. On pourra en reparler une autre fois, mais j'invite les auditeurs à aller regarder ce qui se passe à l'étranger. Vous verrez que le vrai problème, il est plutôt là et moins sur cette dette publique. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on a fait des choix qui aujourd'hui sont désastreux pour la France. On ne peut plus créer notre monnaie, tout compte fait. Bon, on voudrait investir facilement demain et si on se replace, à l'époque du franc, à l'époque on pouvait battre monnaie, ça ne poserait pas vraiment de problème. On crée de la monnaie, on a des investissements en face, on sait qu'on aura les richesses, donc cette monnaie, elle n'est pas créée, elle ne repose pas sur rien, elle repose vraiment sur quelque chose qui va nous rapporter. Bon, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que tout s'est accéléré depuis 2011. Il y a certainement un lien de cause à effet entre le changement de statut de l'île avec la départementalisation et la régionalisation de cet endroit. Il serait peut-être temps de changer, de penser à autre chose, peut-être de créer une 4e région maritime, peut-être d'avoir donné d'autres prérogatives et d'autres missions à un préfet qui serait par exemple un préfet maritime et qui permettrait, à qui on autoriserait plutôt un meilleur contrôle des frontières de Mayotte, justement pour lutter contre cette immigration clandestine. Donc, des solutions, je pense on en a. Ce qui manque vraisemblablement aujourd'hui en France, c'est peut-être les idées, c'est d'oser, c'est de risquer, et puis c'est de prendre conscience, encore une fois, que cet espace maritime, c'est l'avenir de la France. C'est demain que ça va se jouer, c'est là-bas. C'est ça, c'est ça. Je voudrais ajouter à ce qu'il dit. Monsieur Bacard, allez-y. Moi, je parlerai que, parce que en discutant avec mes amis ici, et on se dit que nos hommes publics et étatiques n'ont pas compris qu'une île comme Mayotte, c'est la France qui a la chance d'avoir Mayotte.
c'est la France qui doit être fière d'avoir une Mayotte, alors que là, on est en train souvent, quand on discute avec nos amis métropolitains, ils renversent les choses. On est un boulet, vous êtes un boulet. Ouais. Un boulet, on traîne, oui, exactement. Donc, moi, je dis qu'on a une zone quand même qui est extraordinaire avec un lagon fermé. C'est lagon fermé. Moi, je dis, moi, ça me fait mal quand on sait qu'on a énormément de bateaux qui pêchent dans la zone, et au lieu de nous déverser une petite partie au moins pour la consommation locale, et à Mayotte, on l'amène, on va le traiter et avec des partenaires, les grosses entreprises qui travaillent dans ce domaine, le posent à Maurice, par exemple. C'est des créations d'emplois qu'on pouvait faire à Mayotte, c'est une petite usine, la moitié au moins des investissements, on pouvait les faire sur Mayotte. Mais tous les investissements. Pourquoi aller sur l'île Maurice? Pour information, juste comme ça, c'est 30% à peu près du commerce pétrolier international passe par le canal du Mozambique. Donc c'est dire quand même l'importance de cette zone. On a aussi tout ce qui est médicinal. On a quelques herbes un peu où on a un peu de médicaments aussi dans ces zones-là, le pomaret et le terrestre avec des arbres qu'on n'a plus, parce qu'on a perdu même les arbres centenaires à Mayotte, là. Tout ce qui était centenaire est par terre. Donc moi, je ne dis pas, mais moi, je reçois un peu des messages, parce que je suis à Paris en ce moment, en réalité, coincé ici, mais je dois... Ah. On ne vous entend plus, Monsieur Baccar. Ah oui, on n'entend plus, là. Il y a un problème, il faudrait que vous rebranchiez votre micro, Monsieur Baccar. On ne vous entend plus. Ah, il y a eu une coupure, je ne sais pas, c'est bizarre. Il va falloir que M. Baccar... Voilà, donc on va revoir ça. Alors, Patrice Magneron, une question que j'aurais pu poser dès le début, puis ça a été le début de l'entretien a été un petit peu téléphoné, mais est-ce qu'on a seulement une idée aujourd'hui du nombre de morts, de personnes qui sont mortes après ce cyclone, ou bien est-ce qu'en fait on n'en sait strictement rien, ce qui serait effarant pour un pays comme la France? Bon, on a la donnée officielle qui, je crois, tourne autour d'une 40aine de morts, mais ça paraît tellement surréaliste qu'il y ait aussi peu de morts avec autant de dégâts matériels. Et puis, mais ça pose là, on touche du doigt la difficulté du recensement. Hein, ça a été, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et puis, on peut imaginer que toute cette immigration clandestine non répertoriée, on saura jamais exactement. Combien il y a eu de victimes. Mais c'est vrai que c'est étonnant. C'est étonnant que on n'ait pas plus de victimes que ça. Surtout que, encore une fois, en admettant, alors il y a eu des morts, touchés directement par le cyclone, mais il y a eu des blessés, donc les blessés sont allés à l'hôpital. J'allais dire aux hôpitaux, mais non, il n'y en a qu'un, donc l'hôpital a été débordé, donc il y a eu d'autres victimes, donc on a peine à croire qu'il n'y a eu qu'une 40aine de morts. Mais bon, après, je ne peux pas tirer de plan sur la comète. Peut-être que M. Baccar a des données un peu plus sérieuses, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas le chiffre qui circule, c'est celui-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, Patrice Magneron, avant que M. Baccar ne revienne, parce que c'est une question aussi que j'aimerais lui poser, c'est savoir un petit peu ce qu'il en est de ces relations délétères entre les Mahorais et les Comoriens. Hein. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu? Il a l'air de revenir. Dans ce cas-là, peut-être qu'on pourra introduire, déjà le laisser terminer dans un premier temps ce qu'il avait à dire, et puis après aller sur ce sujet, Patrice, ça serait intéressant. Monsieur Baccar, vous nous entendez à nouveau? Ça va, oui. Alors, vous pouvez terminer vos propos, et ensuite, j'avais commencé à lancer un questionnement avec Patrice Magneron. Je vous poserai les questions, et puis Patrice participera à cette conversation. Je vous laisse terminer vos propos. Oui, on a des richesses. Donc, à Mayotte, beaucoup de richesses qu'on n'a pas exploitées, qu'on n'a même pas aidées, on n'a même pas formé et pensé à la formation de ces jeunes.
Parce que quand on parle des éléments, par exemple, gaziers, on nous avait proposé donc de faire Total nous avait proposé donc enfin, c'est l'État qui nous avait proposé donc d'être arrière guichet par rapport au gazier Total de Mozambique. Même cette partie-là où on devait recevoir tous les gens qui viendraient travailler à Mozambique avec des équipements à Mayotte qui peuvent, parce que c'est accidentogène, les machins, ces gros travaux dans ce domaine-là. Donc, on nous proposait donc d'amener des familles, des machins, donc organiser, relever le niveau de scolarité, de la médecine, des plateaux de soins qui peuvent recevoir au moins le temps de transférer des gens qui viendraient un peu de la métropole travailler dans cette zone-là, pouvoir les ramener sur la métropole pour plus tard. Même ça, on a oublié. Même ça, on a oublié. Donc, on s'interroge. On a quand même des gens qui ont été contre la France dans cette zone-là. Pendant un certain nombre de temps, on s'est battu, Mayotte s'est battu contre des gens qui ne voulaient pas que Mayotte soit française. On est en train de leur donner raison. Ils sont en train de se mettre un petit peu, nous dire, écoutez, regardez ce que la France vous fait, et alors que vous avez choisi pendant des années, vous vous êtes combattu pour que vous restiez. Donc tout ça fait que il faut qu'on reprenne la main. Et il faudrait qu'on reprenne la main, ce qu'en tout cas, on est quand même. Moi, j'étais un petit peu étonné des petites paroles qui a été laissées par le président de la République quand on parle un peu qu'on a eu la chance d'avoir la France à Mayotte. Mais Mayotte est française. Mayotte est française, donc tous les investissements qui peuvent aider Mayotte à s'en sortir et peuvent se faire aussi à Mayotte. Mais évidemment, c'est comme s'il disait... On dit d'un côté qu'on a des dettes qu'on n'arrive pas à payer et on ne prend pas ce qui est sous nos mains et de l'autre côté Mayotte. Et c'est pas, les Mahorais ne demandent que ça. Que la France mette tout ce qu'il faut, parce que nous, c'était pas un petit feu de paille. Être français, c'est pas une nation où on se dit le matin, j'y suis, et puis l'après-midi, il n'est pas y être. Nous, on est français, on compte le rester éternellement. Donc, merci d'en parler de Mayotte de ces investissements, puisque on en demande. Et on veut que Mayotte soit remenée au même niveau que les autres territoires, au moins les 4 autres départements, mais qu'on ne soit pas à chaque fois avec des textes qui sont rabotés. On nous propose le texte qu'on nous propose maintenant, on n'a même pas pris le temps de le discuter à l'Assemblée du Conseil départemental et de le partager avec la population. C'est à la va-vite, et on n'a pas apprécié qu'on va à la va-vite alors que la construction de Mayotte demain, moi je parle même pas de reconstruction, je parle de construction de la base. C'est maintenant qu'il faut construire Mayotte. Il faut mettre tout ce qui est antisismique, tout ce qui est... Moi je discute avec plein de gens en métropole ici en ce moment, des gens qui veulent apporter leur aide, leur technicité à Mayotte. Il faut leur ouvrir les portes. Il faudrait pas qu'on soit non plus un département réunionnais. Tout se fasse à La Réunion. Tout ce qui se fait à La Réunion peut se faire directement à Mayotte, au vu et au su de tout le monde. C'est une affaire grand public. C'est pas une affaire de 4 personnes dans un coin. Donc voilà ce que je demande, moi, que Mayotte, puisqu'on parle de 2 cyclones, l'autre était puissant avec 250 km à l'heure. Et puis le deuxième qui s'est passé hier, avec de très grosses pluies, où tout le sud de Mayotte est en train de... Malheureusement, le préfet actuel, qui est un très bon préfet, tout le monde l'apprécie à Mayotte, parce qu'il se met. Il faut qu'il ait les moyens de
bien rebâtir Mayotte, en tout cas démarrer les actes de Mayotte. Et puis une dernière chose, c'est que tout ce que se fait, moi j'appelle par exemple au ministre Tailleux de lui dire, je lui dis que beaucoup de décisions de Mayotte sont prises à La Réunion apparemment parce que c'est moins cher. Et donc on met le pied à La Réunion pour construire Mayotte. Il faudrait que les deux pieds se posent sur Mayotte. Les deux pieds de tous ceux qui veulent faire travailler pour Mayotte, les posent à Mayotte et travaillent pour les Mahorais. Et une expression française qui dit, quand on fait des choses sans toi, c'est de faire des choses contre toi. Donc, il faut que les choses se fassent à Mayotte avec les Mahorais. On rappelle, comme le dit quelqu'un dans le chat, que l'argent, on ne le trouve pas pour Mayotte. Par contre, les milliards, on les a trouvés pour arroser le régime de Zelensky en Ukraine. Là, dans ce cas-là, l'argent, il y en a à foison, semble-t-il. Vous vouliez ajouter quelque chose, Patrice? Je vous ai vu lever le doigt. Oh non, je confirme. Je confirme tout ça. Bon, peut-être juste sur les derniers propos, je comprends ce que veut dire M. Baccar quand il dit voilà, tout se déroule à La Réunion. Bon, bah, tant mieux pour La Réunion, mais c'est vrai qu'un rééquilibrage certainement dans la zone est souhaitable, mais ça se fait pas au détriment de l'un par rapport à l'autre. Faut pas opposer Gérald les îles. Mais bon, il y a tellement à construire aujourd'hui sur Mayotte. J'ai parlé tout à l'heure du laboratoire d'essai, mais franchement, je suis convaincu que bon, bah, de ce drame consécutif au passage du cyclone, de ce drame peut vraiment naître quelque chose de très beau et de très grand pour cette région. Merci Patrice. Je reviens juste un instant sur ce que nous avions commencé à évoquer lorsque vous avez eu ce problème de connexion, Monsieur Baccar. Une question que j'aimerais vous poser, sans remuer le couteau dans la plaie, néanmoins, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des problèmes que Mayotte rencontre avec le voisin comorien et ce reproche qui est fait de ne pas, d'avoir, selon eux, à tort choisi la France? Moi, je dirais en deux mots, je n'ai pas de leçons à donner à personne. Mais d'abord, le choix des Comores, des trois îles, d'être indépendants, les Mahorais le respectent. Donc, on souhaite que tous les Mahorais souhaitent que les trois îles respectent Mayotte de son choix. Ça, c'est la première chose. Moi, je dis, et c'est à titre très personnel, moi, je dis que les gens de ma génération, l'après Bamana, on n'a jamais eu un café à prendre avec un responsable. Les Mahorais, je parle. Les Mahorais, les responsables Mahorais. Moi, j'ai fait 2 mandats de conseil départemental, vice-président de conseil départemental. Je n'ai jamais eu un Comorien, un responsable comorien qui vient prendre un café avec nous alors qu'eux, ils sont souverains. Nous, quand on doit décider, on a fait le choix de le faire avec Paris. Et donc, on n'a jamais eu cette... donc, parce qu'on se parle entre deux portes, moi, je suis à Paris de temps en temps, je rencontre aussi des gens de ces villes, parfois de l'opposition de chez eux, parfois des gens du gouvernement. Moi, je leur dis, écoute, prenez déjà un café avec nous. Et puis, on verra ce qu'on peut faire. Mais on a tellement de choses économiquement à faire ensemble. Quand on parle de le pétrole, il passe aussi aux Comores. Il y a la pêche, ça passe aussi par les Comores. Ça, c'est des choses que nous pouvons, le gouvernement peut nous aider à trouver des espaces en commun où on fait des opérations gagnant-gagnant. On peut faire des opérations internationales. Puisque Mayotte, et là encore, c'est un des problèmes qu'on n'a pas réglé. On n'a pas réglé encore le problème de la région Mayotte. Mayotte est un département-région. On met le pied sur le département et le gouvernement, tous les gouvernements ont refusé de mettre en place la région comme ça existe ailleurs. Et un budget, un fonctionnement normal pour qu'on puisse participer au grand... On aurait déjà gagné une partie, en tout cas,
On n'a plus, la région, on a des élections qui ne sont pas faites par liste. Par exemple, comme on a dans les autres départements, on est chacun élu dans son petit coin et puis revient sans un projet de développement réel qui est porté par un groupe d'hommes ou chaque fois que les transitions se font, ceux qui sont à la tête de Mayotte pourront éventuellement porter des projets qui pourraient nous aider à nous aider, parce qu'on parlerait au moins majoritairement au niveau des élus d'une seule voix. Donc, ça, c'est des petites choses qu'on peut nous aider. Ça ne demande pas quand même beaucoup de moyens à mettre en place. Donc, c'est pour dire un peu pour les Comores, on a aujourd'hui, le gouvernement nous a donné quand même des compétences pour discuter avec la région. Moi, à titre personnel, je voyage aussi en Afrique du Sud. Je regarde ce qui se passe un peu à côté. Je voyage à Mozambique, je voyage à Tanzanie. Je regarde un peu ce qui se passe dans la zone. Mais là-bas aussi, je confirme que ce ne sont pas les Français qui ne sont pas appréciés. Moi, quand j'y vais, je vais à mon passeport français. Je rentre et je suis reçu en tant qu'ancien vice-président du Conseil général. Je suis respecté en tant que tel. Je ne vois pas le problème avec ces pays-là. Ils demandent de travailler avec Mayotte. On a tellement de choses aussi qu'on peut faciliter de ces pays-là à passer par Mayotte et travailler avec les écoles de Mayotte, et que Mayotte peut remonter des choses en métropole, puisqu'on a les lignes qui nous sont, et la réglementation nous le permet aussi en tant que Français européens. Donc voilà, il y a des richesses aussi que nous pouvons transformer, ou parce qu'on importe du brut, et qu'on peut transformer, non seulement on crée du travail à Mayotte pour les jeunes, mais on peut les former aussi. Mayotte ne parle pas anglais, alors qu'autour on a des grands ensembles anglophones. En Afrique du Sud, Tanzanie, on pouvait former des jeunes. On a des problèmes de l'aérienne et du maritime qu'il faut permettre aux gens de circuler dans cette zone-là, où tous les grosses entreprises, ceux qui veulent venir, il y a de la place, il y a beaucoup de place pour les gens qui veulent investir dans cette zone-là. Donc, les richesses, on les a sous la main. Et les Comores, pour revenir au sujet, moi, j'ai discuté avec, on reproche un peu, allez, je laisse, on dit que Azali est le copain de Macron, et qu'ils ne veulent pas le lâcher, alors que la population fuit cette zone-là pour venir à Mayotte. Et ça, c'est des choses que nous pouvons régler, et que si on règle le problème des Comores, je ne parle pas politiquement parce que c'est figé. Moi, je parle économiquement. Je pense que beaucoup de Comoriens resteront chez eux, et que la richesse que nous pourrons créer en même temps par des conventions internationales, comme ça se fait dans beaucoup de pays, on peut nous aider à créer ces conventions-là dans des domaines qui peuvent nous concerner, et Mayotte et les Comores, pour qu'on puisse développer cette zone qui en a tellement besoin. Tout à fait, M. Baccar. Et d'ailleurs, si on a un président de la République française qui a une préférence ou apprécie spécialement un chef d'État étranger par rapport à un territoire de la République, il y a aussi des moyens. Les Français devraient savoir qu'il y a aussi des moyens de régler le problème, et que c'est comme ça qu'on vit en République sainement. Sinon, on laisse la trahison s'installer et tout est foutu. Patrice Magneron, pour la conclusion, puisque nous avons déjà dépassé largement l'heure, est-ce que vous avez encore des éléments à nous donner? Et puis on terminera avec un dernier mot de M. Baccar. Alors, 2 points. Je reviendrai sur cette histoire quand même d'immigration effectivement massive. Bon, le problème de Mayotte, c'est le problème des Comores. Alors aujourd'hui, les Comores ont un président, donc c'est un État souverain.
ils ont un président qui revendique effectivement Mayotte. Bon, ça, je pense que c'est un combat d'un autre temps, et les Mahorais ont encore réaffirmé récemment leur souhait de rester avec la France, et on ne peut que les en remercier. Mais le problème justement de cette immigration, c'est bien parce que la gestion vraisemblable du président Azali est plutôt désastreuse et contribue à alimenter en fait cette immigration, puisqu'en fait les Comoriens eux aussi ont un taux de pauvreté encore plus bas, hein. Donc tant que cette situation perdurera, et tant que nous, bien évidemment, nous ne mettrons pas de contrôle à nos frontières, malheureusement, le solde migratoire restera très largement positif, puisque on a une situation qui est assez paradoxale. Les Comoriens, donc on a un solde positif venant de l'étranger, essentiellement donc les îles Comores. Ça doit représenter à peu près 30 000 personnes par an. Mais d'un autre côté, on a bien évidemment une partie de cette population qui repart direct en France métropolitaine. Donc en fait, ça représente à peu près 25 000 personnes. Donc on a un net d'à peu près 6 000 habitants. Mais ce qui est énorme en fin de compte pour une île qui est petite, qui a une densité qui est à peu près 2 fois celle des Comores. Donc ça, c'est le premier point. Je pense qu'ensuite, à nous, métropolitains, de prendre conscience, à nos autorités de prendre conscience de cette richesse incarnée par cet espace maritime. Alors dit comme ça reste toujours très théorique, mais je pense qu'on a de vrais atouts. Je pense aussi qu'on n'a pas à se réfugier derrière cette histoire de dette, d'endettement public important, parce que quand on est souverain, on doit pouvoir décider de son avenir, et ça passe forcément par les finances, hein. Alors on a fait des mauvais choix avec l'euro, on a fait des mauvais choix avec l'intégration à l'Union européenne, certainement. Mais il n'empêche que on doit pouvoir financer de façon massive des investissements importants sur l'ensemble de notre espace, et puis en récolter bien évidemment les richesses. Alors des richesses financières, d'accord, mais des richesses aussi humaines, parce que on l'a bien vu avec ce qui s'est passé dans le cadre du passage de ce cyclone. Quand on s'occupe pas de ses actifs, de son patrimoine, il dépérit à vitesse grand V. Donc il est encore urgent d'agir, et j'espère que les mesures qui vont être prises, je n'y crois pas trop, mais j'espère que les mesures qui seront prises par notre ministre de l'Outre-mer iront dans ce sens-là. Manuel Valls, oui. L'Outre-mer, après Barcelone. C'est ça. Merci, Patrice. Souverainiste, ça se sent. IDNF, le président de l'IDNF, c'est une initiative pour la défense de la nation française. Merci, Patrice Magneron. Monsieur Bacquard, le mot de la fin pour vous. Merci donc de cette invitation à vos antennes. Moi, je voulais d'abord dire à la France entière qu'à Mayotte est française, il ne faut pas qu'il y ait de doute là-dessus. Et moi, je suis un homme de terrain, tous les Mahorais sont fiers d'être français. Et même quand on dit qu'on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de vie, nous restons profondément français. Donc, on n'est pas venu chercher de l'argent à France. Il faut qu'on soit traité au même niveau que tous les citoyens de la France. La deuxième chose, c'est que je m'adresse aux Mahorais pour leur dire, parce que j'ai pas eu l'occasion de m'adresser à eux, leur dire un peu qu'on se bat chacun à son niveau pour qu'on se fasse entendre du plus haut niveau de l'État. Et moi, à Paris, je rencontre des gens, je dois rencontrer quelques personnes, on m'aide par des amis métropolitains qui sont ici, dont Patrice, et je remercie encore de m'avoir encouragé donc à venir dans vos antennes, et vous dire que on est en difficulté. On est en difficulté, gravement en difficulté. Il y a beaucoup de solutions qu'on peut apporter sur Mayotte. Il ne faut pas qu'on fasse de l'autocensure.
il faut que toutes les solutions qui peuvent être apportées à Mayotte soient apportées, y compris ceux des voisins à côté. Et moi, je voulais, par exemple, nous, les Maoris mangent principalement du manioc ou de la banane. Je prends pour se prendre ce côté-là. Il y en a à Mozambique, il y en a en Tanzanie, il y a dans les pays voisins. On arrive bientôt à un mois de Ramadan, parce qu'on est majoritairement Ramadan et c'est notre principal. Il faut que les Maoris, pendant ce mois de Ramadan, que j'espère reprendront un petit peu la confiance que nous avons perdue pendant les 2 et quelques mois. Et je souhaite que tous les moyens soient portés pour aider Mayotte à s'en sortir aujourd'hui, demain et pour le long terme. Merci à vous, merci à votre antenne de cet espace que vous m'offrez au nom des Maoris. Ben merci beaucoup, Monsieur Ibrahim Bakar, de vous être rendu disponible et de nous avoir permis d'en connaître un peu plus sur la situation exacte à Mayotte. C'est le rôle aussi de Géopolitique Profonde de s'intéresser à l'ensemble du monde et d'aller jeter d'aller zoomer, en particulier quand c'est la France, sur une situation que je rappelle est profondément sinistrée aujourd'hui. Il y a beaucoup de leçons à tirer et beaucoup d'aide et de coopération. Avec Mayotte, entre la métropole et Mayotte, de façon d'imaginer de nouvelles formes de coopération. C'est essentiel pour notre avenir si nous voulons encore en avoir un en France. Merci beaucoup, Monsieur Bakar. Merci, Patrice Magnuron, de nous avoir aidés et permis de faire cette émission, cette dernière partie d'émission spéciale sur Mayotte. Merci, un grand merci à tous les deux. Et à très bientôt. Merci.